Nouveau forum des lecteurs, France Bleu La Montagne, Corrèze Télévision, un forum qui a pour thème la ronde des sentiments, avec comme invité Katharina Agena pour l'envol du héron aux éditions Anne Carrière, avec également Patricia Reznikov pour La Transcendante aux éditions Albin Michel, et enfin Vénus Kourigata pour La fiancée Teta Dodane aux éditions Mercure de France, un forum animé par Florence Bouchy. Une rencontre intitulée La Ronde des Sentiments, puisque nos trois romancières explorent chacune de manière originale les cœurs et les âmes de leurs héroïnes. Dans le roman de Katharina Agena, par exemple, une mère revient s'installer à Hambourg après avoir quitté son compagnon et pour commencer une nouvelle vie. Alors cette femme, elle est médecin, spécialiste du sommeil, et malgré tout, elle ne réussit pas à fermer l'œil de la nuit. Pourquoi ? Sans doute parce que justement, ses émotions, ses souvenirs la hantent, et elle profite de la nuit pour les passer en revue. Katharina Agena, vous êtes allemande. Vous vous exprimerez alors aujourd'hui en anglais et vous serez accompagnée de votre traductrice Louise Deschamps, qui a la gentillesse de bien vouloir traduire au fur et à mesure ce que je dis et ce que vous répondrez. Alors ma première question sera très simple. Votre livre s'intitule L'envol du héron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette image ? The title is not the original title. In German, it was called On Sleeping and Disappearing. And we were discussing, my German publisher and I were discussing this title for a long time. Alors le titre original n'était pas L'envol du héron. Le titre en allemand, c'est à propos du sommeil et de la disparition. Et avec son éditeur, ils ont beaucoup réfléchi sur ce titre en français. I really wanted to have the heron in the title, but the German word for heron is so ugly. So I'm really pleased. And on the other hand, the German title was too abstract for France. And now I'm really happy to have the beautiful French word héron in my French title. And so I have the best of both worlds. Alors le mot héron en allemand n'est vraiment pas très joli, mais elle voulait vraiment qu'il y ait le héron, cette image de l'envol du héron. Donc elle est très heureuse que dans le titre français, le héron arrive à ressortir. Donc voilà. Parce que oui, justement, c'est une image, le héron et l'envol du héron, qui revient régulièrement dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela représente dans le livre ? I think the heron has many images in ancient Egypt sort of cultures. It is a symbol of death and resurrection, but I find it also very typical of this landscape on the Rhine. And thirdly, I find it has always fascinated me that when the heron flies, that it actually does have a Z on the sky through its neck. So the first one, and a Z. En fait, le héron, c'est un animal très symbolique, et l'envol du héron, c'est encore un plus beau symbole. C'était l'animal qui représentait la mort et la résurrection en ancienne Égypte. Et donc c'est un animal très symbolique, et en plus, il a la lettre Z qu'on peut voir quand il est en train de s'envoler, donc il fait référence au sommeil. Alors, on associe généralement les rêves au désir, à l'imagination. Mm-hmm. Et vous, avec votre personnage de médecin somnologue, vous prenez finalement, vous l'abordez de manière assez ironique, sous un aspect médical et scientifique. What was the last bit? Médial, scientifique. Ironique. It's very ironic, but it's scientific, but also ironic. Yes. Yes, and I think I want to make the point that it is not about dreaming. You know, it's the dream doesn't really interest me in this book, or it's not about dreaming. On the contrary, it's about sleep,
and about being awake or being sleepless and trying to look for sleep. And it's this kind of hyper awakeness I'm interested in. It's the state between it's not dreaming at all, but it's being awake, but being very, very tired and becoming more and more awake the more and more tired you get. Alors, c'est pas vraiment à propos du rêve, mais de cet état de somnolence, d'être pas vraiment réveillé ni vraiment endormi. And it's about getting very, very awake and very, very tired at the same time. Donc, c'est l'ambivalence entre être en même temps très, très éveillé, complètement conscient, et complètement inconscient parce qu'on est dans une certaine forme de demi-sommeil. Et si je parlais d'ironie, c'est parce qu'il y a aussi l'idée qu'on peut être le plus grand spécialiste du sommeil, tout savoir sur le sommeil, mais être perturbé par ses émotions, ses souvenirs, ses angoisses, au point de ne pas trouver le sommeil. Yes, I wanted to write about sleep and about someone who knows a lot about sleep but still can't help himself. You know, even doctors get ill. Elle voulait parler de quelqu'un qui connaît tout du sommeil, qui travaille sur le sommeil, mais qui elle-même est incapable de dormir. Tous vos personnages sont à un tournant de leur vie. Ils peuvent soit renaître, soit sombrer. Est-ce que c'est cette hésitation qui vous intéressait? Quelle hésitation? Vos personnages sont à un moment charnière de leur vie, difficile, de transition, et on ne sait pas, est-ce qu'ils vont renaître? Est-ce qu'ils vont sombrer? Qu'est-ce que c'est renaître? To rebirth, birth again. Ah, renaître. C'est une hésitation, on ne sait pas s'ils vont renaître. Are they going to be reborn, or are they going to slightly, very slowly fall back into certain kind of death? I think this is not about being reborn. This is about disappearing, and also about the ambiguity that comes with disappearing. The things that disappear have to be looked for, but they might reappear, but they might not. It's about not knowing. It's not renaissance in the sense, but it's about not knowing if something will turn up again. It's this insecurity I'm interested in, or ambiguity. En fait, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement l'idée de renaissance, mais c'est l'idée de disparition, sans savoir si on va pouvoir renaître, sans savoir si on va pouvoir revenir. Et il y a un sentiment plus inquiétant que les autres chez un personnage, c'est celui d'une femme âgée qui tient un journal. Cette femme dont on comprend qu'elle est animée par la douleur de la perte de son fils, et qu'elle est prête à tout peut-être pour venger sa douleur. Est-ce que ce personnage était au cœur du projet ou il est arrivé plus tard? No, she was there from the very beginning, and I needed these two almost, you know, there is this image, and it's about the Parisian metro, and about this one station in Paris where you have what it's called a whispering gallery, where you have two foci, and which makes the construction communicate. So you can whisper on the one, you know, you can whisper and you can be understood on the other side of the stop, of the metro stop, without, you know, about this communication of people who don't know each other through whispering and who don't communicate. And this is only possible with two foci. Donc dès le début, ce personnage de la mère qui veut se venger était là. Et c'était très important pour elle qu'il y ait ces deux personnages, donc Hélène et sa belle-mère, et Marthe. Et en fait, c'est cette image d'avant de descendre sur un quai de métro, quand on part dans un sens ou dans l'autre. C'est ce moment où on se croise, mais on ne se connaît pas, on ne se parle pas. Et ces deux femmes vivent côte à côte, mais elles ont des vies complètement séparées.
Alors, à l'origine de votre livre, Patricia Reznikov, il y a aussi un drame, puisque votre héroïne, puisque l'appartement de votre héroïne a brûlé. Et dans cet incendie, ne reste qu'un livre, La lettre écarlate, qui apparaît comme un signe pour votre héroïne, un signe qui peut-être lui donnera alors on parlait de renaissance, mais peut-être le moyen, elle ne le sait pas vraiment, mais elle se doute de quelque chose, le moyen de renaître. La vie de Pauline part en fumée, littéralement. On comprendra au fil du roman qu'il s'agit d'autre chose qu'un simple incendie. En réalité, il s'agit d'un drame familial. Mais toujours est-il qu'elle est blessée dans sa chair dans cet incendie. Elle perd tout. Et toute sa bibliothèque qu'il a aidé à se construire, c'est évidemment une métaphore. Et il ne reste qu'un livre, un livre qu'elle aimait beaucoup, qu'elle relisait régulièrement. C'est La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, le grand écrivain romantique américain des années 1850. Et au fond, il ne lui reste plus qu'à creuser dans ce livre et à chercher une réponse. Elle ne sait pas trop quelle réponse d'ailleurs. Et sans trop savoir pourquoi, elle décide de se lancer sur les traces à la fois de l'auteur du livre, qui a vécu donc dans la région de Boston au XIXe siècle, et sur les traces de son héroïne Esther, la fameuse héroïne de la lettre écarlate, qui est condamnée par la société puritaine de Boston dans les années 1640 à porter brodée, cousue sur son sein, une lettre A, flamboyante, rouge, comme signe d'infamie pour la punir de l'adultère qu'elle a commis. C'est un livre, La lettre écarlate, que vous-même connaissiez déjà bien, ou c'est un livre dont la rencontre a suscité l'écriture de ce livre-là ? Non, c'est un livre que je connaissais très très bien. En fait, je suis née dans une famille férue de littérature, une mère américaine, un père français. Et très tôt, j'ai été confrontée à la littérature de ces deux cultures. J'ai énormément lu, je dirais même d'une certaine manière que je n'ai fait que ça pendant des années, dans les deux langues. Et La lettre écarlate reste pour moi un roman absolu, c'est-à-dire un roman d'une beauté, d'une profondeur, d'une humanité extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre. Et j'avoue que si je devais sauver un livre des flammes, ce serait sans doute celui-là. Et ça fait longtemps que vous aviez envie de faire quelque chose de cette passion pour La lettre écarlate ? C'était pas aussi clair. Je le portais en moi et je me disais en effet qu'un jour il faudrait que j'en fasse quelque chose. Et puis j'ai eu envie moi-même, comme mon héroïne Pauline, de retourner sur les traces du livre et de son auteur. Je suis donc partie à Boston. Oui, absolument. Je suis partie à Boston. J'ai visité Salem, la ville natale de Hawthorne, donc à quelques kilomètres de Boston. Et puis et des fameuses sorcières de Salem. Voilà, les fameuses, mais qui n'apparaissent pas dans le livre, mais qui sont importantes quand même parce que Hawthorne, on s'est toujours demandé d'où lui venait ce goût qu'il a pour la question du mal. Et en fait, on sait maintenant qu'il est le descendant de deux juges, dont l'un notamment a jugé le fameux procès des sorcières en 1590 et quelques, j'ai un peu oublié la date. Et c'est sans doute ce très lourd héritage, parce que son ancêtre avait condamné des sorcières, des pseudo-sorcières, des femmes qui évidemment ne l'étaient pas, à la pendaison, 19 personnes. Et c'est ce lourd héritage qui l'a sans doute sensibilisé à la question du mal. Donc ça n'apparaît pas vraiment dans le roman, mais c'est en arrière-plan. Oui. Et alors, votre héroïne arrive à Boston. Elle ne sait pas trop ce qu'elle y cherche, encore moins évidemment ce qu'elle va y trouver. Et elle rencontre une femme, Georgia, qui se révèle d'abord très gentille, mais assez rapidement excentrique, et qui va à la fois lui ouvrir les portes de la ville, tout en lui faisant un petit peu peur aussi. Oui, Georgia est une professeure de littérature à la retraite, qui est à la fois excentrique, généreuse, mais assez envahissante. Elle ment, elle est de mauvaise foi, et elle embarque, elle jette en quelque sorte son dévolu sur cette jeune Française perdue, et elle l'embarque avec elle quasiment de force dans sa vieille automobile, qui est une vieille automobile de rallye des années 1970 sans confort aucun, et elle la promène sur les routes du Massachusetts autour de Boston, Salem, Concorde, tous les lieux que Hawthorne a hanté et que ses amis transcendantalistes ont hanté également, puisqu'en fait les transcendantalistes, qui étaient un mouvement littéraire, spirituel, romantique de ces années-là, ont vécu dans ce petit périmètre autour de Boston, et en même temps sur les traces de l'héroïne de Hawthorne, donc Esther. Et au fond, dans un premier temps, Pauline ne sait pas trop quoi faire de cette femme
qui l'embarque de force et elle a par moments un mouvement de recul. Parfois, elle est assez dure avec elle d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et puis, c'est une sorte de gentillesse et de dévouement qu'elle n'a pas demandé. Oui, absolument. Comment refuser les apparentes gentilles propositions, dévouement que l'on vous fait sans que ça se révèle un cadeau empoisonné. Oui, parce que Georgia est une personne un petit peu collante, même si elle est pleine de charme. Et puis surtout, on s'aperçoit assez rapidement qu'elle a des habitudes assez curieuses, puisque à plusieurs reprises, mon héroïne Pauline la retrouve lors de rendez-vous. Et Georgia, à cette occasion, s'est déguisée. Alors elle se déguise d'abord en vieil homme, puis en femme assez élégante, puis on la retrouve aussi en petite fille. Et finalement, c'est assez dérangeant et assez effrayant. Et Pauline n'a pas l'explication de ces déguisements. Cette explication viendra évidemment, mais nous n'allons pas la dévoiler aujourd'hui. Ce qu'on peut peut-être dire, vous en avez dit un mot en parlant des transcendantalistes, c'est revenir donc sur le titre, La Transcendante, alors qui a plusieurs sens, mais qui trouve d'abord son premier sens dans la référence au poète et écrivain que vous aviez mentionné. Oui, alors je ne sais pas si on a le temps ici d'en dire deux mots, mais les transcendantalistes sont donc un mouvement spirituel, intellectuel, philosophique, né dans les années 1830 dans la région de Boston, à Concord très exactement, autour de deux hommes dont l'un était pasteur, c'était Emerson, et qui a voulu en quelque sorte s'affranchir de la domination des pasteurs unitariens de son époque et qui a voulu faire descendre le spirituel dans la rue. Il a voulu davantage d'humanité, davantage de liberté de parole, se dégager de cette société très corsetée et très puritaine. Et autour de lui ont gravité un tas d'autres personnes. Alors il y avait des écologistes, il y avait des utopistes, des gens qui ont fondé des phalanstères, des communautés, qui ont d'ailleurs inspiré par leurs écrits les hippies 100 ans plus tard. Il y a aussi, comment s'appelle-t-il, Thoreau, Henri David Thoreau, qui a écrit La désobéissance civile et qui a inspiré Martin Luther King et Gandhi aussi, bien des années plus tard. Donc c'est un mouvement extraordinairement intéressant, plein de gens merveilleux, certains totalement foldingues, mais qui avaient envie de changer la société américaine ou de la voir évoluer. De réinventer un rapport au monde. C'est un rêve américain, c'est le rêve d'une Amérique moderne qui est en marche à l'époque. Donc ce sont des gens qui sont abolitionnistes, ils ne veulent plus de l'esclavage, ils veulent l'éducation des femmes, ils veulent s'occuper de leurs enfants, ce qui était assez rare pour l'époque. Donc ce sont des gens très attachants. Et du coup, La Transcendante, donc ça se nourrit de cette référence-là. Voilà, c'est un clin d'œil à cette référence. Et puis c'est également le nom que j'ai donné à une route imaginaire que Georgia évoque et qui serait au fond la route que nous cherchons chacun, la route de l'accomplissement pour transcender les douleurs et les souffrances de nos vies. Vénus Kurigata, vous aussi, vous avez emprunté, et c'est bien normal, à un épisode historique réel, celui de l'émir Abdelkader, de sa déroute et de son installation, ou de son emprisonnement en France, alors je ne sais pas, c'est vous qui allez nous le dire, pour inventer à partir de ce fait historique une promesse de mariage qui aurait été faite à une jeune fille, promesse de mariage avec l'émir, et qui, compte tenu de la vie qu'a eue et des revers qu'a connu l'émir, une jeune fille qui n'a jamais pu se marier avec lui et dont toute la vie a été modelée par cette promesse jamais accomplie. Alors est-ce que c'est vous qui l'avez imaginé, ou est-ce que là aussi, encore là, ça part d'un fait très précis? Ce livre, je le porte en moi depuis 30 ans. Quand j'ai découvert dans l'île Sainte-Marguerite 360 stèles funéraires, des pierres rouges, blanches, noires, et j'ai demandé au vieux moine qui fauchait des herbes qu'est-ce que ça représentait. Il m'a dit ça représente 360 personnes qui ont été exilées avec l'Amir Abdelkader en France. L'émir Abdelkader a été envoyé à Toulon, à Pau, puis après à Amboise, et eux ont été envoyés à l'île Sainte-Marguerite. Les proches étaient en partis. face de Cannes, voilà. Nice. Hein. Et il y a un monastère dans cette île qui n'a pas voulu ouvrir ses portes à tous ces misérables qui étaient arrivés. Ils ont beau frapper aux portes. Les religieux sont des carmélites qui ont voué leur vie au silence et à la méditation et n'ont pas voulu ouvrir. Ils se sont égaillés dans la Pinède et 360 personnes sont mortes de faim, de froid, de dysenterie, de diphtérie. Au pied du monastère.
au pied du monastère, et je comprends ça parce que les religieuses ne veulent pas ouvrir. Alors de là, je me suis beaucoup documentée sur Abdelkader. J'ai appris qu'en 1834, il y a eu un génocide à Mascara où 8000 personnes ont été tuées dans la même journée, 8000 juifs ont été tués dans la même journée. D'où tous ces juifs de Mascara en Algérie qui sont partis dans le désert, s'enfuir dans le désert. Et là, il y a un vieux rabbin un peu fêlé qui prend son âne et qui va dans le désert chercher une fille de la tribu Koraïza pour la mettre dans le lit d'Abdelkader. Il dit, il faut marier Abdelkader à une fille juive et Abdelkader, le grand émir, va protéger les juifs. Il traverse le désert, il va chercher une fille qui s'appelle Yehuda, elle a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il la ramène, elle s'attend à arriver dans un palais. Elle arrive dans un campement avec des tentes, avec 4 épouses musulmanes qui ne veulent pas d'une fille juive dans le lit de leur mari. Et leur mari n'est pas là. Abdelkader est en train de se battre contre la France, est en train de perdre la guerre contre la France. Et elle ne connaîtra jamais Abdelkader. Abdelkader est exilé en France, il part à Pau, il part à Amboise, elle est déportée avec les autres à l'île Sainte-Marguerite. À l'île Sainte-Marguerite, les femmes musulmanes ne veulent pas d'elle. Les religieuses finissent par l'abriter chez elle parce qu'elle a failli être violée par quelqu'un, mais une semaine après, elle l'a rejetée. Elle disait qu'elle avait séduit un jeune moine. Et à qui on la donne? À un peintre fou qui est venu récupérer sa fiancée, qui a prononcé ses vœux, qui est devenue une religieuse. Il est malade, il a la diphtérie, il pleut, il neige. On lui jette une femme, on lui dit « Tu veux une femme? Prends celle-là. » Eh bien, elle se retrouve à Albi avec le peintre qui, soi-disant, veut la peindre. Chaque fois qu'il prend le pinceau, il dessine sa fiancée qui est religieuse. Et après, elle est rejetée par lui, comme elle a été rejetée par les femmes musulmanes, comme elle a été rejetée par tout le monde. Elle se retrouve dans la rue. Un fou, un comédien lui dit « Vous êtes Esther, vous êtes la reine des Juifs, vous allez jouer le rôle d'Esther de Racine. » Se retrouve à Paris. Cette fille passe sa vie à être rejetée par les uns et par les autres, mais elle est bonne, elle est candide, elle est naïve. Elle croit que c'est son destin d'être rejetée et qu'elle va finir par rencontrer Abdelkader parce que son destin le veut, parce qu'il a une tache bleue sur ses fesses. Et chez les Arabes, quand il y a une tache bleue sur les fesses d'une fille, ça veut dire qu'elle va devenir une princesse, devenir une reine. Donc, Yehuda devient Judith chez les sœurs, devient Esther à Paris, où elle va jouer, pas dans un théâtre, mais dans une taverne où elle est jetée dehors. Et puis après, elle se retrouve sur les barricades de Paris, elle se retrouve chez Victor Hugo en train de faire tourner des tables. Son destin veut qu'elle soit toujours rejetée, qu'elle ne soit jamais acceptée, et qu'elle accueille tous les rejets avec bonhomie, avec candeur, avec beaucoup de gentillesse. Elle meurt tout en croyant que tout le monde l'aime, que personne ne le rejette. Alors ça, c'est très précisément l'intrigue de votre livre, hein. C'est ce que raconte votre roman. Est-ce qu'on a des traces de ce cheminement, de cette vie de votre héroïne? Oui, on a des traces d'un rabbin juif qui a cru qu'en allant chercher une fille de la tribu Koraïza dans le désert et en la ramenant chez Abdelkader, qu'il va sauver les Juifs. Mais après, j'ai inventé... Voilà, après là, tout ce que vous nous avez énuméré, les différentes étapes de rejet en rejet, oui. Et cet amour et cette bienveillance maintenue, toujours, malgré tout, chez l'héroïne, ça c'est de votre fait. Oui, mais en m'appuyant sur la démarche d'Abdelkader, le destin d'Abdelkader qui a été envoyé à Pau. Elle va à Pau. Elle voit son ombre marcher sur le balcon, sur la terrasse de la prison. Puis après, on lui dit, il est parti à Amboise. Et elle est tout le temps, on ne perd pas de vue Abdelkader, cet homme magnifique, ce grand gouverneur de l'Algérie qui a voulu libérer l'Algérie du colonialisme et qui s'est retrouvé prisonnier à Amboise, à Pau, avant d'être reçu en grande pompe par Napoléon III. Qui s'est excusé au nom de la France de l'avoir fait prisonnier. Et quand on lui a parlé de Yehuda, il ne savait même pas qu'il s'agissait d'une fille qui avait passé sa vie à attendre qu'il vienne la prendre. Elle se disait, il va me faire habiter dans un palais, il va m'acheter une autre robe que celle que j'ai sur ma peau.
Et cette fille meurt tout en n'ayant pas vu ni rencontré cet homme. Elle a rencontré son ombre sur un mur. Vous nous dites que vous aviez cette histoire dans la tête, dans le cœur depuis longtemps. Est-ce que vous avez hésité à la raconter ou est-ce qu'il a fallu trouver une voix, une forme particulière? Magnifique question. Il y a 30 ans, j'avais une maison en bas de l'Estérel, en face des îles de l'Érins. Et j'entendais les cloches sonner, matines, vêpres, tout ça. Et je me disais, un jour, je franchirai la mer. Je l'ai franchi la mer un jour avec des amis qui avaient un bateau et j'ai vu ces stèles funéraires. Et je me disais, je vais les utiliser un jour. Je les ai utilisées le jour où j'ai appris qu'il y a eu le massacre de Mascara. Les 8000 Juifs tués dans la même journée à l'arme blanche et la fuite des Juifs dans le désert. Et j'ai imaginé ce vieux rabbin. Je l'ai imaginé en même temps, il y avait un vieux rabbin qui était un peu fêlé de la tête, qui a été chercher une fille pour la donner à Abdelkader. Donc je me suis beaucoup basée sur l'histoire et en même temps sur l'histoire de tous ces gens qui sont exterminés parce qu'ils appartiennent à une religion qui n'est pas celle des autres et qui fuient dans le désert ou ailleurs et qui sont poursuivis comme des misérables. Et Yehuda appartient à ces personnes, qui sont rejetés et qui ont la malédiction d'être nés dans une religion qui n'est pas celle du plus grand nombre dans ce pays. Mais elle accepte tout, elle est fière, elle est gentille, elle ne voit le mal partout. Elle ne voit le mal nulle part, je veux dire. Merci beaucoup à toutes les trois, Patricia Aguena pour l'envol du héron et sa traductrice Louise Deschamps. Merci à Patricia Reznikov pour la Transcendante, publiée chez Albin Michel. Je crois que je n'ai pas dit d'ailleurs pour l'envol du héron que c'était chez Anne Carrière. Donc merci aussi à Vénus Kouridata pour La fiancée et Teta Dodane au Mercure de France.